Bonjour à tous. Une question simple, un basique. À quoi reconnaissez-vous un leader? Qu'est-ce qui vous permet de prédire que quelqu'un va être capable d'influencer, de convaincre, d'entraîner les autres pour faire quelque chose de grand? Allez-y, réfléchissez. Mais je vous parie que moi, je peux deviner le mot qui est venu à l'esprit de la plupart d'entre vous. Derrière ce mot, il y a un peu de la vision de Steve Jobs, il y a l'exemplarité de Gandhi, le courage de De Gaulle, il y a l'éloquence de Luther King, il y a peut-être aussi un peu d'anticonformisme, comme chez Richard Branson, et puis il y a de la séduction, et puis une aura aussi. Ce mot, il vient du grec et il signifie grâce divine, le charisme. Aujourd'hui, pour être reconnu comme un bon dirigeant, il faut être reconnu comme un leader. Et pour être reconnu comme un leader, il faut avoir du charisme. C'est ce qu'on attend de nos dirigeants, c'est ce qu'on attend de nos leaders, et c'est comme ça qu'on les fabrique. Et c'est comme ça qu'on les fabrique depuis 50 ans. Parce que voyez-vous, cette définition que nous avons du leader, ce stéréotype, il n'a pas vraiment changé depuis 50 ans. C'est ce que montrent les recherches récentes en leadership. Ce stéréotype, il reste le même, mais plutôt que d'aligner des chiffres et des statistiques, laissez-moi vous raconter une expérience qui a été menée l'année passée par 2 chercheurs finlandais. On est dans une business school, une salle de classe, un cours de stratégie, un prof, une 50aine d'élèves, âge moyen 22 ans. Voilà l'exercice que donne le professeur. Il demande à ses étudiants d'imaginer la fin d'une histoire et de l'écrire. Et cette histoire, c'est peu ou prou. Imaginez, vous êtes dans une entreprise, appelons-la Alpha. Cette entreprise, depuis 1 an, elle a un nouveau directeur général. Et puis on vous demande, dans le cadre d'une enquête, admettons de climat social, de donner votre avis sur ce dirigeant et sur cette première année de mandat. À ce moment-là, les étudiants, on va les répartir en 2 groupes. Le premier groupe, ils vont recevoir exactement la même consigne à une toute petite différence près. La petite différence, c'est que le premier groupe va devoir raconter son année passée sous la direction de Diana Wilson et le second, son année passée sous la direction de David Wilson. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent les étudiants? Une histoire assez sympathique et classique. Ils nous disent, voilà, les deux ont bien fait le job du dirigeant. Ils ont élaboré une stratégie pertinente, ils ont su prendre les décisions qu'il fallait au bon moment, ils ont mené à bien leurs projets, motivé leurs équipes et la performance de l'entreprise en a bénéficié. Alléluia, good job. Voilà pour l'histoire qu'ils racontent tous. Mais quand on y regarde de plus près, en fait, on voit apparaître quelques petits détails, quelques petites différences. Et notamment dans la façon dont les étudiants racontent les raisons du succès. Alors, quand il s'agit de Diana, les raisons, elles sont simples. Diana, elle est bosseuse. Elle a des compétences, des réalisations à faire valoir. David, lui, il a eu une autre stratégie. Il a plutôt bâti, raconte-t-il, sur ses qualités de leader, sur son charisme naturel. Bref, s'il fallait résumer, notre Diana, elle a été une super dirigeante. Mais notre David, ma foi, c'était pas un super dirigeant, c'était plus que ça, un super leader. Vous voyez le genre qui porte le slip par-dessus le pantalon, et ça, dès le berceau, et de manière très cool. Alors, si vous me demandez que nous enseigne cette expérience, que pour être un bon dirigeant, il faut être reconnu comme un leader, ok, ça on savait. Que pour avoir du leadership, il faut être reconnu comme charismatique, on savait aussi. Que quand on est une femme, c'est quand même un peu plus compliqué d'être reconnu comme un bon dirigeant et un leader charismatique, ça on le savait aussi. Moi je crois que la vraie leçon de cette expérience, c'est la suivante. C'est l'âge de nos répondants, 22 ans. En fait, rien n'a changé dans notre façon de définir le leader et nos attentes à leur égard. Rien n'a changé, et si vous me demandez ce que, par exemple, la génération Y est en train de nous fabriquer comme leader, eh bien, j'ai envie de vous dire les mêmes que ceux de nos grands-parents. Alors, je vous entends d'ici, mais non, mais pas du tout, qu'elle raconte. Il y a des études sérieuses qui montrent que les jeunes ont un rapport différent à l'autorité, veulent des managers plus cool, qui les écoutent, etc., etc. Oui, c'est tout à fait vrai. Sauf que ça n'a absolument rien de propre à la génération Y. Que vous soyez baby boomer, que vous soyez Y, que vous soyez X, tous, ce qui fait de nous des followers engagés, efficaces et heureux, c'est qu'on nous considère. Et ça, c'est ce qu'ont montré les chercheurs.
c'est que le levier le plus puissant de leadership, ce n'est pas l'héroïsme, c'est la considération qu'on nous porte. C'est ça qui nous donne envie de suivre quelqu'un pour réaliser quelque chose de grand. La considération. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi je suis ici en train de râler un peu? Le problème, c'est qu'on est tous un peu schizophrènes. Le problème, c'est que dans plein de situations particulièrement déterminantes, comme par exemple l'oral d'un concours d'entrée dans une université, comme par exemple un entretien d'embauche, comme par exemple un entretien d'évaluation annuelle, dans toutes ces situations où nous sommes amenés à être évalués sur notre leadership, où les autres ont à évaluer notre leadership, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre rêve de leader prend le pas sur notre réalité de follower. Nous oublions tout et nous nous mettons à rêver de notre leader charismatique. Alors, pour vous démontrer ça, je pourrais vous proposer une petite expérience. Je pourrais par exemple vous proposer de regarder votre voisin de droite. Regardez-le bien et dites-moi s'il ressemble à un leader. Regardez-le bien dans les yeux. Il y a des signes qui ne trompent pas vrai? Vous l'avez bien vu? Ok. Alors, vous êtes peut-être déjà fait un avis pour certains. Ma question, c'est comment vous avez fait pour vous faire un avis? Est-ce que vous avez regardé autour s'il y avait des gens qui le suivaient, des followers productifs, heureux, efficaces? Est-ce que c'est ça que vous avez fait? En réalité, moi je vais vous dire ce que vous avez fait. Vous avez sorti votre vieille photo jaunie avec l'homme à la pomme. Vous avez regardé votre voisin, il a fait je vois pas un air de famille là, non. Exit de la catégorie leader. Moi j'appelle ça le syndrome de la femme à barbe. Diana Wilson, ce que les étudiants racontent, c'est amusant dans les histoires qu'ils disent. David, c'est bon pour lui, il est parfait, plus rien à faire, il continue avec sa cape et il s'élève dans les cieux, c'est bon. Diana, en revanche, elle reçoit plein de conseils. Oui, elle devrait améliorer sa communication, elle devrait être un peu plus sensible aux besoins des autres, parce que bon, quand même, ce poste de dirigeant, ça a un peu érodé sa féminité. Donc, il y a toujours un petit truc qui coince avec Diana, et vous voyez bien ce qui coince, c'est que c'est une sacrée femme à barbe. Pourquoi c'est une femme à barbe? Parce que une femme et un leader, c'est bizarre, c'est incongru. On sait bien que ça existe, mais quand même, ça nous met un peu mal à l'aise. Évidemment, ce qui coince avec Diana, c'est son genre. Leadership, ça ne se conjugue pas au féminin. Excite Diana de la catégorie leader, mais excite aussi sa fille qui est beaucoup trop jeune pour être leader. Et puis, sa collègue aussi, elle est un peu trop introvertie. Moi, j'ajouterais son manager, beaucoup trop sensible, surtout pour un homme. Bref, tout cela, par manque de charisme, exit de la catégorie leader et pas de ticket divin pour le leadership. C'est fini pour eux. Je vais vous dire un secret. On est tous des femmes à barbe. On a tous un truc qui cloche. On est trop grand, on est trop femme, on est trop sensible, on est trop jeune. On a tous un truc qui cloche. Vous trouvez ça drôle, comme lui d'ailleurs. En fait, c'est pas du tout drôle si on considère que pendant ce temps-là, 99% des talents de leadership disparaissent des radars. Si pendant ce temps-là, on se rend compte du nombre de talents et de leaders qui vont disparaître de notre champ de vision et par voie de conséquence des comités de direction des entreprises. Alors, si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait un leadership disruptif, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait un leadership différent, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est très simple. On peut compter, ça nous effraie un peu, mais on peut surtout se réveiller de ce mauvais rêve, ce rêve du héros charismatique. Se réveiller et commencer par décrocher les posters de nos vieilles icônes, d'accord? Et puis repeindre en blanc les murs de notre imaginaire. Faites une chose pour moi. La prochaine fois que vous penserez à ce mot, la prochaine fois que vous penserez au mot leader, souvenez-vous, votre rêve de leader, il est bien moins prometteur que votre réalité de follower. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Cherchez les followers heureux, les followers efficaces, les followers engagés. Et là, vous trouverez des vrais leaders. Il suffit d'ouvrir les yeux. Nous, qui sommes 99%, nous les femmes à barbe, nous pouvons juste, en nous réveillant, en ouvrant les yeux, créer un nouveau modèle de leadership. Un modèle de leadership plus inclusif, ouvert à tous. Et pour ça, les amis, on n'a pas besoin de Steve Jobs.